voyez ce qu'on peut en dire. On s'attend dans les doléances des villages à ce qu'il y ait des doléances locales. Voyez, mais on ne s'attend pas forcément à avoir des doléances générales qui parlent de problèmes complexes. Et on n'imagine pas des paysans parler de liberté, d'égalité, de justice davantage, parce que ça les touche de près. Mais, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ces doléances sont souvent générales et d'une portée nationale, si vous voulez. Ils ont quand même les pieds sur terre. Et vous voyez que je vous ai mis qu'ils ont la capacité de trouver des solutions aux problèmes, le problème le plus urgent à régler dans ce moment-là, c'est un peu comme nous, quoi. C'est le problème de déficit budgétaire et c'est le problème d'argent, quoi. Et on a vu à Moulay-Douce notamment que mais il y en a d'autres. Ils avaient une solution, c'est de prendre les biens du clergé régulier. Régulier, c'est-à-dire les moines. Parce qu'on a vu que bien des monastères avaient un effectif extrêmement faible et ils avaient souvent de grandes propriétés, encore. Donc, vous voyez, ils ont les pieds sur terre. Mais il faut dire que, vous savez, le XVIIIe siècle, on l'appelle le siècle des Lumières. Donc, l'influence des philosophes, elle s'est faite sentir, sans doute, en profondeur, plus qu'on ne l'imagine. Et puis, ce qu'on avait dit un petit peu, c'est qu'il y a quand même des cahiers modèles qui circulent, mise en circulation par des avocats ou des gens de la noblesse de robe, vous voyez, des notaires, enfin, les plus influents dans le cadre d'une commune, d'un groupement de communes, si vous voulez, de communautés, pardon, il faut dire. Les plus influents sont quand même les notaires. Tout le monde, sauf les plus pauvres bien sûr, mais tout le monde autrement passe une fois ou autre par l'étude notariale, pour les achats, pour les ventes, pour les successions, pour etc., etc. Vous voyez, il y a des quantités de choses. Donc ça exclut quand même les plus pauvres, bien sûr. Mais enfin, les plus pauvres, même s'ils peuvent être présents dans les assemblées primaires pour rédiger le cahier de doléances et élire leurs délégués, eh bien, les plus pauvres, là, n'ont pas trop la voix au chapitre, quand même, même si on les admet dans les assemblées. Donc, les plus influents sont quand même les plus riches, ça il faut bien le dire, mais les plus riches sont aussi ceux qui sont le plus au courant des idées, des philosophes, etc. Il y a eu quand même quelques mois, entre le mois de janvier, si vous voulez, ou la fin décembre, et le mois de mai, il y a eu quand même quelques mois pour que, notamment, la partie la plus éclairée du tiers-État mène une espèce de campagne électorale. Mais la grande question, comme on l'avait vu, c'était la question du doublement de tiers-État. Ça avait été acquis, mais surtout de la manière de voter. Est-ce que c'était un vote par ordre, clergé d'un côté, noblesse de l'autre, tiers-État de l'autre, 3 voix, 2 voix de privilégiés contre une voix de roturier. Donc, ou est-ce que c'était un vote par tête? Vous voyez, la tête, on compte le nombre de voix comme maintenant, quoi. Ni plus ni moins. Donc, on va redescendre sur Tarbes, là, un peu.
avec les élections. Les élections, en particulier à Tarbes. Alors, c'est un témoin de premier ordre, si vous voulez, pour l'historien, puisque c'est Bertrand Barrère qui a rédigé ces mémoires qui ont été publiés par Carnot dans un premier temps, après la Révolution, bien sûr. Je suis parti bientôt après pour Toulouse, parce qu'il était à Paris à l'époque. Et j'arrivais à Tarbes au mois de mars. Alors il arrive à Tarbes, non pas en prévision des élections du tout, mais c'est parce que son père est mort et qu'il y a des problèmes de succession qu'il faut régler. Voyez ? Donc, quelque temps avant les élections des députés pour les États généraux, ayant été nommé électeur, je fus, dans l'Assemblée générale tenue à Tarbes, l'un des commissaires rédacteurs du cahier de doléances. Donc, il est avocat, il est peu connu des Tarbais, mettez-vous ça dans la tête. C'est un avocat au Parlement de Toulouse. À Toulouse, il est déjà assez connu. Quoique jeune, ce n'est pas un des pontes du barreau encore, mais il est quand même très connu. Il fait partie de ces jeunes qui ont l'avenir devant eux, quoi. On sent qu'ils vont devenir des ténors du barreau, en quelque sorte. Et donc, il arrive dans cette assemblée primaire. Heureusement, il a un oncle. Et son oncle s'appelle Bertrand Barrère. Oui, son oncle s'appelle Bertrand Barrère, mais qui est un homme influent. Toujours cette bourgeoisie éclairée qui travaille dans les tribunaux, dans la justice, qui a des offices, donc. Donc, cet oncle va être nommé en même temps que les deux Bertrand Barrère vont être nommés comme représentants de l'Assemblée générale de Tarbes, du tiers-État de Tarbes. Vous voyez ? Et c'est eux qui sont chargés d'apporter les doléances des Tarbais à l'Assemblée générale de la Sénéchaussée, qui se trouve aussi à Tarbes, et qui va rédiger les cahiers de doléances généraux pour les amener à Paris, et qui va élire les députés. Donc je continue. Ayant été nommé électeur, je fus dans l'Assemblée générale tenue à Tarbes l'un des commissaires rédacteurs du cahier des doléances. Je fus un des premiers à proposer l'abolition des droits féodaux et seigneuriaux, ainsi que l'abolition des dîmes. Je parlais également en faveur de l'égalité des impôts territoriaux. Comme je possédais une assez grande quantité de biens nobles à Enclade près Lourdes et à Vieuzac près d'Argelès, où j'avais aussi des droits féodaux, ceux qui cherchaient à m'éloigner des élections ou à effrayer le vœu du peuple des campagnes fit passer aux électeurs un écrit dans lequel on faisait voir le danger qu'il y avait de donner à un possesseur de fiefs et de droits seigneuriaux le mandat de les faire abolir. Ça se comprend. Il y a donc une espèce de campagne contre lui. Malgré ces menées sourdes établies contre moi, les électeurs, surtout ceux des campagnes, disaient hautement dans l'église de Saint-Jean où nous étions assemblés. Il n'y a pas 36 endroits pour assembler des gens aussi nombreux. Donc, où nous étions, l'église de Saint-Jean où nous étions assemblés, que c'était moi qu'ils avaient choisi et qu'ils confirmaient à de nouveau leur choix. On alla au scrutin. Le corps électoral était de plus de 500 membres. Donc ce sont les délégués des communautés. 2 par petit village, quelquefois un peu plus pour les endroits plus importants en population. Je l'emportai. Donc il est nommé député. Il est élu, député. Le second député fut donné aux électeurs des vallées et des montagnes pour que tout le peuple se trouvât représenté.
il me regardait comme le représentant des habitants de la plaine. Monsieur Dupont de Luz fut mon collègue de députation. D'ailleurs, il en dit du bien, hein, plutôt du bien. L'ordre de la noblesse nomma le syndic de la noblesse des anciens états de Bigorre, monsieur le baron de Fosserie de Gonesse, bon et loyal gentilhomme, ayant en mépris les nobles de la cour qu'il appelait de brillants valets. Mais, partisan chaud et imperturbable du système féodal. Donc on ne va pas pouvoir espérer grand-chose de lui quand même. Hein. Il le regardait, le système féodal donc, il le regardait comme la perfection de l'état social, la société suivant lui ne devant être composée que de nobles et de laboureurs. Vous voyez, voilà quelqu'un qui n'a pas évolué évidemment, hein, mais c'est un noble, c'est un privilégié. L'ordre du clergé eut le bon esprit de nommer un des curés les plus instruits, les plus respectables et les plus bienfaisants qu'il y eut dans le diocèse, et peut-être dans tous les diocèses limitrophes. Il se nommait Rivière. Il était curé de Vic. Il ne voyait le bonheur public que dans la réduction du luxe et du despotisme épiscopal, dans la juste amélioration du sort des prêtres du second ordre, c'est-à-dire des curés, si vous voulez, et dans le rétablissement des mœurs et de la religion. Les autres affaires politiques lui étaient totalement étrangères. Donc voilà comment Bertrand Barrère est arrivé à sa carrière politique, si vous voulez. Jusque-là, brillant avocat à Toulouse, très peu connu de Tarbes. Par contre, quand même, il a une famille qui le soutient. Et qui le soutient très bien. C'est ce qu'on appelle le clan, c'est la haine, le clan Barrère d'Ambarère. Comme la rue d'Ambarère qui est au centre-ville, là. Barrère d'Ambarère. Sur ces entrefaites, il va se produire, donc il est à Paris, et il suit les travaux de l'Assemblée, il fonde son journal qui s'appelle Le Point du Jour, je vais vous le montrer, Le Point du Jour où ce qui s'est passé la veille à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée. Vous voyez? Donc ici, nous sommes dans un petit village du Val d'Azun, qui s'appelle Sirex, que vous connaissez ou pas, parce qu'il est situé sur la partie qu'on visite moins, dans la vallée, c'est-à-dire la partie à l'ombre. Et vous savez qu'en montagne, la partie à l'ombre, c'est pas du tout comme les parties sur les soulanes, hein, qui sont au soleil. Donc la partie à l'ombre. Et donc il se trouve que là, un habitant de Sirex a laissé ses mémoires en quelque sorte. Pour servir de mémoire à l'avenir de ce qui s'est passé la présente année 1789, jusqu'à présent, 8e d'août de l'année. Alors pourquoi il écrit? Parce qu'il s'est passé des événements extraordinaires, à tout point de vue. Cette année s'est manifestée de son commencement par la neige et par le plus grand froid qu'on eût jamais senti. Il avait bien commencé sur la fin de l'année précédente et on s'informait par des personnes avancées en âge qu'ils avaient vu pareille chose. Ils répondaient que non, parce que cela paraissait surnaturel et cette inconstance de temps dura près d'un mois. On ne pouvait manger de pain à cause que était tout glacé. On ne pouvait pas même avoir de l'eau pour abreuver les bestiaux parce que les sources et rivières étaient toutes glacées. On ne pouvait pas non plus moudre du grain pendant plusieurs jours, tout simplement parce que l'eau ne coule plus. Et il faut qu'il ait fait vraiment froid, hein, parce que pour geler les ruisseaux de montagne...
Et on apprend même par les gazettes de Paris, vous voyez, on parlait de la presse tout à l'heure, hein, donc il y a quand même des journaux qui arrivent quelque part, et puis les idées se répandent, les nouvelles se répandent. Et on apprend même par la Gazette de Paris qu'on ne trouvait point de pain dans plusieurs endroits et qu'il était arrivé à se vendre à 25 sols la livre, ce qui semble fort étrange. On entendait le bruit que les arbres faisaient de tous côtés en se fendant à cause de la grande force gelée. Et ça, on le trouve déjà dans des récits du XVIIe siècle, par exemple, XVIIIe, hein, surtout XVIIe, où les témoins parlent de ça, des arbres qui éclataient en quelque sorte à cause du gel. Ce temps se modéra quelque peu le 10e janvier. Le monde et les bestiaux commencèrent de respirer. Les neiges et les glaces commencèrent à se fondre et on apprend par les papiers publics que les 4 principaux fleuves du royaume ont fait des dommages considérables autour de leur cours lors de la fonte des glaces. Voilà encore, on a encore la presse qui a informé quand même là. Après, tout le reste du mois de janvier se passa fort doucement et il fit un temps fort tranquille. Le mois de février fut fort variant, presque dans toute son étendue. Il commence le 25 février vers les 2 heures du matin à se soulever un grand vent, une pluie continuelle qui dura toute la journée. Le monde croyait périr, tout était en alarme. Les arbres tombaient comme des pailles, les maisons tremblaient, les granges étaient toutes déchirées et même en tombait une grande quantité par terre. Le lendemain, le vent continuait encore, mais la pluie avait cessé. Il commence à tomber de la neige en très grande abondance, car on ne pouvait pas sortir des maisons pour aller chercher ce qu'il était nécessaire, sans grand danger de perdre la vie. Et cela dura beaucoup de temps, car pendant tout le courant du mois de mars, on a vu un jour serein, toujours vent, toujours neige et toujours froid. Les bestiaux périssaient faute de nourriture, parce que le mauvais temps avait épuisé les fourrages et on ne pouvait pas, à certains jours, y aller qu'avec grande peine et danger. Donc, vous voyez, l'année 1789 s'annonce vraiment mal, au moins dans la montagne, dans les Pyrénées, hein. Mais ailleurs aussi, puisqu'il a parlé d'inondations, etc. Le mois d'avril ne fut pas moins mauvais que le précédent. Le temps a continué presque jusqu'à sa fin. La culture fut si retardée qu'on n'a vu presque rien de semé qu'au commencement du mois de mai, et ce qui plus affligeait les gens, c'est que les seigles et froment ont péri dans les montagnes à cause du mauvais temps. Oui, c'est un peu... Cela n'a pas été encore le seul malheur dans cette année. Une disette générale a causé de cruelles alarmes dans toute l'étendue de ce royaume, car le grain s'est vendu fort cher jusqu'à 27 et 28, le milloc 27 livres et la livre de pain 5 sols 6 deniers. Et il y a eu 2 marchés qu'on ne trouvait pas même de grains avec de l'argent. Il y a eu aussi cette année des États généraux où toute la nation a été assemblée à Versailles le 27e avril dernier pour régler les affaires de l'État et corriger les abus qui s'y étaient glissés depuis longtemps et représenter à Sa Majesté de vouloir accorder à la nation une nouvelle constitution. La province de Bigorre a nommé pour ses représentants aux États généraux dans une assemblée qu'il a tenue et où il y avait
2 députés de chaque comté ou plus à raison de leur population, où était tout le clergé, toute la noblesse et tout le tiers-état. Monsieur Larivière, curé de Vic, député du clergé. Monsieur de Gonesse, député de la noblesse. Monsieur Barrère-Vieuzac, on l'appelle comme ça, Barrère de Vieuzac souvent. Monsieur Barrère-Vieuzac et monsieur Dupont de Luce, députés du tiers-état. On vient d'apprendre aussi que les 10 représentants ont souffert de cruelles alertes pendant la tenue des 10 États généraux, car sans le secours de la populace, ils auraient tous péri. Ça ne contribue pas à apaiser les gens. Une nouvelle fort effrayante est aussi arrivée dans ce pays, et même dans la plaine, le 6e d'août, à l'occasion d'un grand nombre de brigands, ou des gens échappés des galères qui seraient introduits dans ce royaume. Cette nouvelle arriva à Sirex vers la minuit, lorsque le monde dormait paisiblement, disant que cette troupe était à Coaraz en Béarn. Donc c'est tout près de Lourdes. Vous voyez. On entend de toutes parts les cloches sonner, le tocsin de cris, de pleurs, des alarmes. Il n'avait personne qu'il ne fût dans la désolation. On prépare des fusils et tout le monde se met en armes pour combattre si était nécessaire. On vient de recevoir aussi un ordre où tous les hommes, tant prêtres qu'autres ecclésiastiques, nobles et roturiers, sont obligés de porter une cocarde, la cocarde tricolore bien sûr, dans leur chapeau ou autre couvre-chef, à peine contre celui qu'ils refusent, qui, si refus d'être traîné, donc à peine d'être traîné sur un âne le long des rues, et après être baigné dans une rivière, et après mis en prison 4 heures. Donc, c'est un traitement, quand même, il vaut mieux porter la cocarde. Donc, vous voyez, on revient un peu sur les alarmes, c'est ce qu'on appelle la grande peur. Donc, qui a sévi jusque chez nous, jusque dans la montagne même. D'ailleurs, elle a été étudiée. Et vous voyez, les parties jaunes sont les parties atteintes. Les parties rouges sont les parties où il y a eu quelques troubles auparavant. Mais ces troubles, s'ils n'ont pas été très importants sur place, ils ont été amplifiés. On en a beaucoup parlé. Donc, notre alarme à Sirex, eh bien, elle vient donc de Ruffec, en Gironde. C'est là que on a déterminé que la grande peur est partie par là, pour le sud-ouest. Mais vous voyez que ça touchait pratiquement toute la France. Du moins une grande partie. Mais c'est bizarre. Les pays près de l'eau, ils sont moins touchés. Oui, mais ça... Je pense que à l'heure actuelle, on a cherché quand même. Hein. Est-ce qu'on peut encore trouver des documents? C'est pas impossible. Hein. Parce qu'on voit la Bretagne. Parce qu'on n'a pas toujours un habitant un peu lettré là qui raconte ce qui s'est passé, comme à Sirex. Hein. Je crois que c'est notre seul témoignage ici, dans le coin. Hein. Mais il est possible qu'il y ait encore des documents qui aient disparu ou qui soient cachés, mais quand même ça a été cherché, ça. Hein. Comme c'est quelque chose de particulier, ça a été bien cherché, en principe. Mais enfin, il peut toujours y avoir des choses qui ont été passées, oubliées, et qui sont enfouies dans les archives, parce que...
Vous savez qu'avant de déménager, il y avait à peu près 12 km d'archives ici, à Tarbes, à l'ancien bâtiment des archives, 12 km de rayonnage. Donc, il y a beaucoup de dossiers. Les dossiers, ils forment un dossier, mais est-ce que le contenu à l'intérieur a été examiné de près? Ça, c'est pas sûr. Hein. On peut trouver des pépites parfois, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Et alors, ça va susciter notamment l'attaque des châteaux, on brûle tous les documents qui prouvent qu'il faut payer les droits seigneuriaux, voyez, et cette attaque des châteaux ou d'autres bâtiments, peu importe, hein, eh bien, elle a conduit à la nuit de 4 ou 5 août, ce qu'on vous présente évidemment comme l'abolition des privilèges. Parfois c'est le rachat de certains privilèges, mais enfin, tout ça, disons, simplifions, disons l'abolition des privilèges, vous voyez qu'ils ne vont pas de même meurtre, hein. On brise tout. À coup de fléau, on brise tout. Alors, voyons ce que nous dit Bertrand Barrère. Donc, la nuit du 4 août, le brûlement des châteaux avait précédé cette journée, comme la peur des brigands répandue dans Paris et dans les provinces, dès le 12 juillet. Fit organiser partout la garde nationale, dont l'institution a plusieurs fois concouru à la défense et au salut de la France. Garde nationale, c'est-à-dire simplement des citoyens qu'on arme et qui font office de police, quoi, en quelque sorte. Je n'oublierai jamais l'agitation générale que causa à Versailles, où se trouve l'Assemblée, à Versailles, la nouvelle de l'incendie des châteaux, les détails qui venaient de presque toutes les provinces. La séance de la nuit du 4 août était nombreuse. On était avide de connaître les événements des provinces, suite naturelle des grandes alarmes de la capitale. Le rapport de ces insurrections, presque général, est entendu avec le plus profond silence. Après le rapport, les sacrifices généreux commencent. Les uns proposent d'affranchir les campagnes de toutes les traces de la féodalité. Les autres proposent de déclarer les dîmes abolies. On se rappelle cette nuit fameuse par les transformations de propriété et par les généreux abandons de tant de droits qui faisaient le patrimoine de beaucoup de familles. Moi-même, cédant à l'enthousiasme de cette nuit célèbre, je montai à la tribune pour proposer de faire oublier les dissipations de François Ier, qui donna, le premier, l'exemple de vendre les charges et les offices. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a vendu les offices, parce que François Ier avait besoin d'argent, tout simplement. Hein. Vous voyez, donc on vend les offices. Nous, on a l'habitude d'avoir des fonctionnaires rétribués, mais à l'époque, évidemment, un officier, c'est celui qui est titulaire d'un office. Il est par exemple greffier dans un tribunal et il a acheté son office. Il est par exemple juge et il a acheté son office. C'est pas étonnant qu'après il demande des épices. Vous voyez ? Moi-même, cédant à l'enthousiasme de cette nuit célèbre, je montai à la tribune pour proposer de faire oublier les dissipations de François Ier, qui donna l'exemple de vendre les charges et les offices, et je priai l'Assemblée de vouloir bien accepter le don patriotique que je faisais à la nation, de la finance de ma charge de magistrature, en espérant que l'Assemblée nationale ferait disparaître la honte de cette vénalité des offices judiciaires. Auprès du juge mage,
c'est-à-dire du principal tribunal de Tarbes, quoi. Voyez, et il avait, ses parents lui avaient acheté cet office. Alors, nous avons la chance d'avoir un témoignage de Castelnau-Magnoac avec Baudens, qui était un historien, vous voyez, du 19e siècle, qui a bien travaillé sur notamment la Révolution, hein, une petite ville pendant la Révolution. Alors, on en est donc après la nuit du 4 au 5 août, c'est-à-dire que les privilèges sont abolis ou rachetables dans certains cas. Tout n'est pas encore complètement aboli. Mais on est à Castelnau-Magnoac. Le 11 octobre, sur les 10 heures du soir, M. Sabaté, deuxième consul, dont la maison était proche des Halles, entend dans les rues voisines et sous les Halles même un bruit sourd avec grande rumeur. La curiosité l'ayant poussé à sortir pour savoir ce que c'était, il a vu sous les Halles un nombre considérable d'habitants assemblés, et que l'assemblée augmentait à chaque instant par la venue d'habitants qui s'y rendaient de toutes parts par les différentes rues qui aboutissent à la Halle. La Halle, c'était sur la place principale de Castelnau-Magnoac. Hein. Ayant demandé de quoi il était question, il a été dit que par certains d'entre eux qu'ils ne pouvaient voir à cause de l'obscurité et dont il ne peut distinguer la voix. Il dénonce personne, vous voyez, qu'il ne pouvait voir à cause de l'obscurité dont il ne peut distinguer la voix, qu'il était en fin de temps qu'il fût remédié à certains abus préjudiciables aux intérêts de la communauté. On lui représente que le tracé de la grande route d'Auch en Espagne, qui laisse la ville de côté. Parce que si vous voyez, en bas de Castelnau-Magnoac, il y a la route qui va à l'Almezan. Et alors, le trajet obligatoire, c'était de passer par en haut, par Castelnau. Et là, les ingénieurs ont coupé au plus court, bien sûr. Et la route, c'est la route. Elle n'a pas besoin de passer en centre-ville. Que l'entretien de cette route, et notamment la construction de plusieurs ponts qui s'y trouvent, sont ruineux pour elle, et qu'il n'y a d'autres moyens pour procurer le bien et se mettre à l'abri des grandes réparations que de démolir ce pont. Ces ponts sont neufs, on vient de les construire, donc on va les démolir par crainte d'avoir à les entretenir. Voilà la question. Et le consul emploie tous les moyens qui lui paraissent convenables pour empêcher la foule assemblée d'aller abattre ces ponts. Mais ce fut inutilement. La foule partit. Il s'en alla avec elle, continuant ses représentations jusqu'à la sortie de la ville. Voyant qu'il ne pouvait rien obtenir, il veut se retirer. Mais il est assailli par la foule et contraint de marcher avec elle. Ne pouvant résister à une force aussi majeure, il les suit et arrivé sur les lieux, il renouvelle encore ses représentations, priant, dit-il, cette populace de ne commettre aucune voie de fait. Mais on demeure sourd et le pauvre diable, pendant qu'on opère la démolition, parvient enfin à s'échapper. Donc, vous voyez ici un problème local qui fait que les gens, maintenant, ils ne l'auraient pas fait peut-être avant les derniers événements, mais là, les esprits sont tellement bouillonnants que finalement, ils arrivent à leur fin et ils se sont en quelque sorte révoltés contre l'ordre établi. Donc vous voyez, ça se passe même après l'abolition des privilèges.
Et la population a été tenue au courant que les privilèges sont abolis. Et c'est sur ces entrefaites qu'a lieu les journées des 5 et 6 octobre 1789. Les événements changeaient tous les jours de nature à Paris. Le mécontentement contre la cour éclatait de toutes parts. Vous savez que Louis XVI, dans un premier temps, a été très réticent, pour ne pas dire opposé, à toute mesure nouvelle. Hein. Et on accuse la cour d'influencer le roi, ce qui n'est pas faux. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous apprîmes à l'Assemblée à Versailles que la population de Paris se mettait en mouvement et qu'il y aurait bientôt une autre révolution. Bientôt, on vint apprendre à l'Assemblée que le roi avait ses voitures prêtes pour se réfugier à Metz ou à Montmédy au milieu d'une garnison fidèle. Que M. le comte d'Estaing, général de la garde nationale de Versailles, avait voulu s'en servir pour protéger la fuite ou sortie du roi. Donc vous voyez que bien avant le fait qu'il se soit enfui, il semble qu'il ait déjà l'intention de partir. Mais que la garde nationale s'y était opposée, avait fermé toutes les grilles du parc, entre autres celles de l'orangerie qui avait été destinée aux voitures du roi. La soirée fut effrayante. Une foule de gens armés de toutes manières inonda en quelques heures toute cette avenue de Versailles jusqu'aux grilles du château qui venaient d'être fermées. Des femmes furieuses étaient assises sur des canons et jusque sur les caissons qui les suivaient. Bientôt, la garde nationale et des grenadiers nombreux vinrent grossir la foule qui avait déjà forcé la première grille et attaqué celle de la petite cour de marbre. La consternation et le tumulte, les cris, les provocations, les menaces, les coups de fusil, voilà le tableau abrégé de cette soirée. La nuit fut plus affreuse encore. Des portes enfoncées, des meurtres. Le 6, l'émeute se retira à Paris, amenant le roi à sa suite. Donc, vous voyez, on est après l'abolition des privilèges, il y a encore ceci, qui est provoqué évidemment par le fait que la disette est encore d'actualité. Pourtant, on a passé la période difficile où on a épuisé normalement les réserves de l'année précédente et où au mois de juillet environ, pour le blé, où on a la nouvelle récolte pour se nourrir. Or, malgré ça, même si on a passé cette période difficile, et vous voyez que la disette sévit à Paris, donc on ramène le roi à Paris, le boulanger, la boulangère et le petit mitron, dit le peuple, ça c'est une image d'Épinal. Donc, tout ça pour vous dire que même après les événements de 1789, les événements les plus célèbres, la prise de la Bastille, vous avez noté que pour la prise de la Bastille, il y avait des soldats qui s'étaient joints à la foule aussi. Et là, c'est pareil. Attendez, je croyais avoir... Et non, je ne l'ai pas mis. Bon, j'avais une gravure de... Évidemment, oui. Il y a eu des gravures là-dessus où on voit les femmes sur les canons, on voit peut-être même des têtes sur certaines piques. Oui. Dans les gravures qui ont fleuri après
après l'événement. Hein. Mais c'est important parce que finalement le roi est ramené à Paris, et manu militari en quelque sorte. Hein. Vous voyez? Bon, et pour finir, on a encore des émeutes à Lourdes en décembre. Vous voyez, on est en décembre. En quelque sorte, les Lourdais trouvent que les choses n'ont pas suivi un cours, j'allais dire normal, mais normal, ça ne veut pas dire grand-chose. Un cours trop démocratique. Alors ils se révoltent pourquoi? Eh bien parce qu'on est en train de vendre les biens communaux de Lourdes. Ce qui a été autorisé, on est en train de les vendre aux enchères. Or, les gens de Lourdes, ils ne sont pas du tout, du moins le peuple n'est pas du tout sur les rangs, hein. Il n'a pas les moyens d'acheter. Donc c'est pour ça qu'ils se révoltent. Nous sous-signés, maire et consul de la ville de Lourdes, nous aurions été informés que dimanche 13e du courant, il s'était formé un attroupement considérable dans l'hôtel de ville, auquel le peuple avait été attiré par le son de la cloche, dans lequel attroupement quelques séditieux qui s'étaient mis à la tête de la populace avaient arrêté de se rendre maîtres des communaux vendus par les administrateurs d'autorité du commissaire des partis. Donc il y a eu un commissaire nommé pour vendre les communaux. Que d'après ce projet, il s'était emparé des tambours parcourant la ville en publiant à haute voix qu'il était ordonné de la part de la population à tout chef de maison de se trouver le lendemain 14e à 8 h du matin devant l'hôtel de ville sous peine de 3 livres d'amende ou le cou coupé. 3 livres, c'est une grande somme déjà. Et comme nous avions fait convoquer nous-mêmes pour ce même jour l'Assemblée de communauté concernant la contribution patriotique, nous nous serions rendus à l'hôtel de ville avec une grande partie des notables, où nous aurions appris que le peuple s'attroupait. Alors nous aurions prié messieurs Lacaille et Dubord d'aller à ce peuple pour savoir quel était l'objet de l'attroupement et de la réclamation. Il leur aurait été répondu par la populace que c'était pour s'emparer par voie de fait des communaux vendus et de les partager entre eux, et qui, si on s'opposait à ce partage, il y aurait des potences placées et des têtes en l'air, selon le rapport des dits messieurs Lacaille et Dubord. Un instant après, cette populace armée de pioches, foussoirs et haches pénétra jusqu'à l'hôtel de ville où se tenait l'assemblée qui s'occupait de la nomination des commissaires pour recevoir les déclarations des citoyens relatives aux dons patriotiques. Cette populace troubla et traversa cette opération et exigea que nous nous missions à leur tête pour la conduire dans leurs manœuvres et dans la dévastation des dits communaux, avec des menaces contre nous en cas de refus. Il n'y eut ni représentation ni sollicitation de notre part auprès des principaux moteurs de l'attroupement qui puissent les déterminer à ne pas exiger de nous notre présence et de nous mettre à leur tête dans une dévastation qui nous serait imputée. Il fallut céder. Messieurs Abadi Verduzan, premier consul, Gros, aussi consul, et Lacaille furent forcés de les suivre, et avant de se mettre en marche, les chefs de cette populace s'emparèrent, la hache levée, du registre des délibérations de la communauté, des armes qui servaient à la garde nationale, et par ce moyen, en nous chassant de l'hôtel de ville, ils s'en rendirent les maîtres, et ils y établirent un corps avec feu et lumière, qu'ils y ont maintenu jour et nuit jusqu'à l'événement dont nous parlerons bientôt.
Alors cet événement, je ne vais pas vous le lire parce que c'est un peu long. Cet événement, il consiste donc à partir dans les communaux. Alors il y a un jour de pluie où les choses se calment, et puis le lendemain, ils partent dans les communaux, ils dévastent les barrières, ils coupent les arbres, et ainsi, donc, ils s'emparent en quelque sorte, ils dévastent les communaux, ce qui est prévu. Et ils vont rendre quand même, en fin de compte, le registre des délibérations. Et je pense en tous les cas que la vente des communaux est bel et bien finie pour un temps, là. Hein. Ils ont réussi à éviter ça. Hein. Mais je ne comprends pas bien, les communaux, ça appartient au village ou à la ville. Et oui, mais ils les vendaient. Et ce qu'ils souhaitent, eux, c'est qu'on les partage. Oui. C'est qu'on les partage entre tous les paysans lourdais. Ça paraît, parce qu'il devait y avoir des gens qui les entretenaient, ces communaux, enfin qui s'en servaient. Ah oui, oui, bien sûr. Donc on les privait. Il y a beaucoup de bois à Lourdes. On les Hein. privait de quelque chose. Il y a beaucoup de bois. Oui, oui. Et oui, parce que le communaux, ça allait devenir privé. Et c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça allait devenir privé, propriété privée, oui, oui, bien sûr. Et donc celui qui n'avait pas les moyens, il était... Oui, oui, surtout Parce que... que les communaux, on pouvait y aller, faire des dans certains cas, oui, oui. On y faisait on pouvait ramasser du bois mort, par exemple, souvent. On pouvait... Oui, des porcs, notamment sous les chênes, à la saison. Donc ça les privait. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs choses. Parfois, il y avait un pâtre communal qui amenait les troupeaux directement dans les communaux, par exemple. Hein. Donc c'est justifié quand même. Oui, oui. Mais ça veut dire que les esprits bouillonnent encore. Hein. Oui. Vous voyez, on est à la fin de l'année et les esprits ne sont pas trop calmés. Hein. C'est-à-dire que on a l'impression que les choses tardent à changer. Ça, c'est comme le ravitaillement à Paris ou ailleurs. Hein. Les choses tardent à changer. On a fait la révolution, enfin une première révolution, hein. La révolution, disons, constitutionnelle. On est en train de mettre en place un régime constitutionnel avec un roi qui reste roi, mais qui n'a pas les mêmes pouvoirs, hein, qui n'a pas des pouvoirs absolus, bien sûr. Mais les gens trouvent que ça ne va pas assez vite. Parce qu'ils voient la vie quotidienne, et la vie quotidienne, c'est ça. C'est le ravitaillement, c'est l'utilisation des communaux, etc. Ouais. Eh bien voilà, pour finir sur cet épisode-là, voilà le petit journal de... Oh, il est grand comme ça, et c'est... Il faut pas se leurrer, c'est pas un journal que vous dépliez comme ça. Hein. Donc, ça s'appelle le point du jour, résultat de ce qui s'est passé la veille à l'Assemblée nationale. Et vous avez le portrait de Barrère. Donc, il s'est habilement joué de tout ça. C'est un orateur, Barrère. Vous avez vu qu'il a pris la parole lors de la nuit du 4 ou 5 août là. Et c'est lui, entre autres, pour parler de lui et de son action rapidement, c'est lui, quand il sera député à la Convention, il va être élu une nouvelle fois. Hein. Il va être élu et il va jouer un rôle très important. Je vous ai dit qu'on a appelé par exemple l'anacréon de la guillotine. Celui qui enrobe, si vous voulez, les faits les plus sanglants sous de belles paroles. C'est un peu ça. Hein. Eh bien, c'est lui qui va, par exemple, interroger Louis XVI lors de son procès devant l'Assemblée. C'est lui qui va demander à ce que Marie-Antoinette soit jugée, elle aussi. Donc, il joue un rôle de premier plan. Mais auparavant, ce qu'il a fait pour nous, c'est beaucoup plus important parce qu'il s'est battu
dans une commission de partage, si vous voulez, il s'est battu pour qu'il y ait un département des Hautes-Pyrénées avec Tarbes comme chef-lieu. Donc c'est le père du département en quelque sorte. Et il s'est battu parce que, par exemple, s'il y avait eu un département basque, et ça a été un projet à un moment donné, s'il y avait eu un département basque, et on aurait été annexé au Béarn, avec Pau comme chef-lieu. Vous voyez? Et ça menaçait un temps. D'autre part, il y avait des représentants qui défendaient vraiment leur territoire. Et vous avez, je ne sais plus comment il s'appelait, mais celui de l'Ariège, par exemple. Alors ça, il y a eu de savants découpages les uns après les autres. Là, Barère a publié justement des textes à l'Assemblée là en faveur de la création du département avec Tarbes comme chef-lieu. Il a réussi finalement, hein, mais on est quand même un des plus petits départements de France. Voilà. Et maintenant, elle est dans la région plus grande. Oui. Donc j'insiste simplement sur le début de la carrière politique de Bertrand Barère, peu connu des Tarbais. Il n'est pas revenu pour les élections, il est revenu en raison de la mort de son père, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Représentant de la ville de Tarbes avec son oncle. À quel endroit vivait la famille Barère Pardon ? À quel endroit vivait la famille Barère à Tarbes? Il y a une maison natale, rue Brabant, oui, rue Brabant. D'ailleurs, entre parenthèses, quand il a réussi à faire le département des Hautes-Pyrénées, un peu de briques et de broc. Il a en quelque sorte annexé la rivière basse, il a annexé la Barousse qui voulait aller de l'autre côté, du côté de la Haute-Garonne, et par conséquent, on faisait garder sa maison par la garde nationale parce qu'on craignait justement des représailles des gens qui venaient de Barousse ou de Rivière-Basse au marché. Bon, il est élu député grâce à l'appui de ses parents. Le clan Barère d'Ambarère, donc. Hein. Donc il envoie au moins une centaine de journaux à Tarbes pour tenir les Tarbais au courant de l'actualité à Paris, à l'Assemblée, et du rôle qu'il a pu y jouer. Il ne faut pas non plus... Donc, le summum de son œuvre, c'est quand même la création du département des Hautes-Pyrénées avec Tarbes comme chef-lieu, bien sûr. Alors nous allons parler ensuite du Tarbes de Bertrand Barère, de l'époque de Bertrand Barère, si vous voulez. Donc on redescend sur terre, là, après les incursions dans les sphères parisiennes notamment. Alors on va commencer quand même un peu. Alors j'ai toujours ce même problème.
Bon, peu importe, je vais vous parler 5 minutes, on verra après. Comme c'est presque l'heure. Donc, on va commencer par parler de la topographie tarbaise à cette époque-là. Et première chose, c'est que la ville a un aspect médiéval. Alors, on a bien sûr démoli les murailles de fortification et les portes qui gênaient la circulation surtout. Hein. Et puis, on a comblé les fossés. Mais il reste les rues. Et surtout, il reste les canaux. Vous savez qu'il y a 2 canaux principaux, 3 si on compte l'Aiguerotte, et à Tarbes, et que ces canaux, ils encerclent la ville. Donc, la circulation d'un côté et de l'autre, elle est toujours gênée par la traversée des canaux. Par exemple, rue de C, donc une rue qui allait vers le sud. Parce que la ville de Tarbes s'étire en longueur, bien sûr. Donc, il y a des communications normales, disons, d'est en ouest ou l'inverse, mais c'est très difficile la circulation vers le nord ou vers le sud. Au XVIIIe siècle, par exemple, il n'y avait pas de débouché direct de la place Maubourguet, c'est-à-dire la place de Verdun, vers la route de Vic. Vous voyez ? Et puis, quand même, à la fin du XIXe siècle, on a créé un passage, quand même. Hein ? Vous voyez ? Mais le passage par les bains Perret, là-bas, vous voyez, et maintenant on ne le voit plus, mais le canal était tout près, là, il fallait franchir le canal pour aller vers Vic. Donc c'est au XVIIIe siècle qu'on a aménagé un peu la route de Vic. Et son entrée jusqu'au cœur de la cité. Et puis, nous avions également des problèmes de circulation. Par exemple, la route de Pau s'arrêtait, net, comme ça. Il n'y avait pas de continuité jusqu'à la place Maubourguet, la place de Verdun. On ne pouvait pas aller directement de la route de Pau vers la place de Verdun, ça n'existait pas. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Eh bien, soit au niveau de l'hôpital de l'Aiguerotte, vous tourniez à droite, vous passiez ensuite derrière la cathédrale, là, mais attention, il n'y avait pas de voie directe entre la cathédrale et la rue du lycée, là. Vous voyez ? Donc il fallait faire le tour par le boulevard, par la rue des Capucins, bien sûr, et de là gagner péniblement la place Maubourguet. Vous voyez, c'est très compliqué quand même. Ou alors, on pouvait aussi rejoindre la place Saint-Blaise. Et la place Saint-Blaise permettait, par la petite rue où il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle là, la petite rue qui borde le musée du maréchal Foch, là. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Hein. Vous pouviez, à ce moment-là, elle est encore très étroite, celle-là. Elle est courbée, elle est très étroite. Et vous voyez, par là, par le devant du lycée actuel, là, vous pouviez gagner la place de Verdun parce qu'il y avait un pont. Il y avait au niveau de la place de Verdun, de la place Maubourguet, donc un pont juste à l'entrée de la place. Là. Donc ces ponts, c'est un problème. Et puis, même chose pour la rue des Grands Fossés, c'est-à-dire la rue Maréchal Foch actuelle. Hein. Pardon.
même problème, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas déboucher directement au Marcadieu. Il n'y avait pas de continuité, il y avait des maisons en bordure du canal, et les maisons et le canal empêchaient de passer à la place Marcadieu. Alors il fallait faire le détour, vous voyez, gagner la rue Lamartine actuelle, là je ne sais pas si vous voyez, et là il y avait une passerelle, il y avait un pont, le pont de Buron, qui permettait d'aller au Marcadieu. Et avec tous ces canaux, il n'y a jamais eu d'inondation? Oh si. Et justement, les inondations, elles étaient partout à Tarbes, notamment à la Cède. Vous voyez, pourtant on est loin de l'eau, là. Hein. Des deux côtés, on est normalement à l'abri. Oui, les canaux débordaient aussi, oui. Mais théoriquement, on pouvait limiter le débit. Théoriquement, hein. Du moins, après on a construit des sortes d'écluses, vous voyez, pour limiter justement les crues à l'intérieur de la ville. Mais pendant longtemps, c'était comment dire, fait de briques et de broc. On mettait du gravier, des fagots, des cailloux pour barrer la Dour et permettre à l'eau de passer dans les canaux. Ça se faisait au niveau à peu près de la Loubert, mais sur un terrain qui appartenait à Sousse. Et c'est là que je vous ai dit qu'à l'heure actuelle, il y a encore un ouvrage du 19e siècle que vous pouvez voir, que vous avez vu peut-être. Non, je n'ai pas vu. Alors c'est en face du lac de Sousse, mais de l'autre côté de la Dour. Vous voyez, et vous avez... moi j'avais amené la classe de l'UTL là il y a quelques années, et il avait fallu que j'aille à l'avance défricher. Vous voyez, à l'heure actuelle, oui, il y a le chemin qui y conduit du moins. Et ils l'entretiennent en théorie. Ils ont mis un panneau explicatif. Oui, ils ont mis un panneau aussi. Voilà. Le Trévert qui passe maintenant. Oui. Comment? C'est le Trévert. Oui, bien sûr. Non, Bien sûr. C'est un chemin du Trévert, oui. Donc, autre exemple, c'est les problèmes de circulation vers le nord ou vers le sud, mais surtout vers le sud, parce que la ville va s'étendre dans un premier temps vers le sud, avant qu'on ait l'Arsenal. Mais l'Arsenal, 1870, on n'est pas encore là. Vers le sud, parce qu'on va quand même réussir à obtenir la création d'une caserne de cavalerie. Et que cette caserne de cavalerie, on va la situer là où il y a le quartier Larrey à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire la situer au sud du centre-ville. Et aller au sud, c'est pas facile. Par exemple, la rue du C, elle ne permet pas d'aller tellement vers le sud, puisque pour franchir le canal qui était à peu près la moitié, hein, et qu'on a connu. On le voyait, il y a combien, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on le voyait. Eh bien, il y avait simplement une passerelle, et une passerelle qui menaçait ruine. Ils ont dit pendant longtemps, là. Donc, c'était pas un passage facile. La rue de Gonesse n'existait pas, simplement. Vous voyez, et par conséquent, et surtout, le cours Gambetta n'existait pas. Et quand on a envisagé de créer la caserne de cavalerie, on a créé deux choses. On a créé ce qui est le cours Gambetta actuel, qui s'est appelé pendant longtemps Napoléon, et on a créé le jardin des allées. C'était un jardin d'agrément et le passage jusque vers la caserne de cavalerie. Mais il a fallu attendre à peu près, enfin c'est variable, hein, mais il a fallu attendre souvent pour que tout soit bien en place. Là, le milieu du siècle, hein,
vers 1850 par là, oui. Et Réfis, c'était pas la cavalerie qui était près du train là? Alors là, non, mais pas à ce moment-là. Ah, oui. Pas à ce moment-là. Mais bon, là, vous faites allusion au fait qu'il y a eu aussi un régiment d'infanterie à Tarbes, mais c'était à la veille de la guerre de 14. Il y avait d'ailleurs un général qui commandait la garnison de Tarbes, régiment de cavalerie, régiment d'infanterie, régiment... qu'est-ce que j'ai oublié? D'artillerie. D'artillerie, avec une école d'artillerie qui utilisait le plateau de Gers. Vous voyez, donc ça a été une ville militaire extrêmement importante, hein. Sans compter que l'Arsenal, étant donné l'invasion des Allemands, hein, l'Arsenal a été le plus important de la guerre de 14 à peu près. Avec, je ne sais pas, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais une quinzaine de milliers d'ouvriers au maximum. D'ailleurs, j'avais à l'époque étudié l'effectif de l'Arsenal là à partir du nouvel impôt qu'on venait de créer, l'impôt sur la fortune, si vous, pardon, l'impôt sur le revenu. Sur le revenu. Ça, c'était la grande nouveauté de cette époque-là. Bon, voilà, pour aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. Vous pouvez les emporter, hein, les illustrations. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.